En 2005, une bande de 34 membres a pris d'assaut la chambre forte de la Banque centrale brésilienne. Ils ont volé 80 millions de dollars. Cette opération est considérée comme le plus grand braquage de banque de l'histoire du Brésil. Ce qui est étrange, c'est que la chambre forte de la Banque centrale est équipée de caméras de surveillance, de capteurs thermiques et de systèmes de haute sécurité. Comment ont-ils pu entrer, voler l'argent et ressortir sans que l'alarme ne fonctionne? L'enquête de la police s'est poursuivie pendant des années. La plupart des voleurs ont regretté d'avoir participé à l'opération. La police a découvert une grande quantité de corruption au sein de la police elle-même. Comment en est-on arrivé là? Continuez à regarder pour le découvrir. Le lundi 8 août 2005 au matin, la police fédérale brésilienne a été informée que la banque centrale de Fortaleza avait été cambriolée. Cette information a déconcerté la police, car la banque centrale était hautement sécurisée et n'avait jamais été la cible d'un braquage auparavant. Les policiers sont arrivés à la banque et ont été informés que le cambriolage avait eu lieu au sous-sol. Comme nous l'avons déjà mentionné, c'était un lundi, c'est-à-dire juste après les vacances du week-end. Comme d'habitude, les banquiers se sont remis au travail, sont entrés dans la banque et sont descendus au sous-sol où l'argent était stocké. Ils ont été surpris par un trou ouvert dans le sol qui semblait mener à un tunnel souterrain. Ce qui est étrange, c'est que le trou est très étroit et que la police sait qu'il est impossible d'y pénétrer. La première chose que la police a demandé, c'est le montant de l'argent volé. Les banquiers ont répondu qu'ils n'avaient pas de chiffre précis, mais qu'il s'agissait de plus de 100 millions de réals. Mais après un calcul précis, ils se sont rendus compte qu'il s'agissait de 164 millions de réals, ce qui représente près de 80 millions de dollars. Il s'agit d'une somme considérable. Les policiers, assis près du trou, étaient perplexes et confus. L'un d'entre eux, qui était maigre, a suggéré d'entrer dans le trou alors qu'il n'y parvenait pas. Un autre policier l'a averti que cela pouvait être dangereux. Les voleurs ont peut-être laissé des bombes à l'intérieur, ou ils y sont encore, et ils sont peut-être armés. Cependant, l'agent intrépide, qui s'appelait Enéas Subreira, a insisté pour entrer dans le trou. Enéas est entré dans le trou, a atteint le tunnel et a commencé à ramper. Le tunnel était soutenu par des planches de bois, et il y avait des tubes de ventilation, des ventilateurs et des lampes encore allumées. Cela fit penser à Énée que les voleurs étaient peut-être encore là, au bout du tunnel, et qu'ils étaient probablement armés. Il eut peur de prendre ce risque, mais il continua à ramper aussi lentement que possible pour ne pas tomber sur un piège laissé par les voleurs, ou peut-être sur une bombe. Il était si prudent. Énée a continué à ramper le long du tunnel pendant 1 heure, alors que le tunnel faisait presque 70 mètres de long. Il continuait à ramper lentement parce qu'il avait peur. Finalement, il arriva au bout du tunnel, où il trouva une échelle qui menait au sommet. Il est monté sur l'échelle, muni de son arme, anticipant et se préparant à toute surprise. Il a ouvert le couvercle du tunnel et a commencé à regarder à gauche et à droite, essayant de trouver une trace des voleurs. La maison semblait vide, comme s'il n'y avait personne. Il y avait une poudre blanche sur toutes les surfaces. Elle a été utilisée pour masquer les empreintes digitales. La maison était sans dessus-dessous. Il y avait des objets partout. Des déchets, des vêtements, des outils, et toutes les fenêtres étaient recouvertes de planches de bois. Après avoir fouillé les lieux, il était sûr qu'il n'y avait personne et qu'il n'y avait aucune trace de l'argent. Il y avait une pièce remplie de sacs de sable qui devait être le sable extrait du tunnel. Enéas monte sur le toit de la maison et découvre qu'il est très proche de la banque, à seulement 70 mètres. Il a appelé ses collègues et leur a dit où il se trouvait. Cette maison à l'entrée du tunnel, imprimée en verre pendant le vol, était en fait l'interface d'une entreprise de gazon artificiel. C'est de cette maison qu'est partie toute l'histoire de ce gigantesque cambriolage. Cette nouvelle est apparue dans tous les journaux et sur toutes les chaînes de télévision.
et même la presse étrangère a couvert l'événement. Imaginez que les journalistes aient encerclé la maison dès que la police l'a découverte. Comme vous pouvez le voir, il s'agit d'une image réelle du trou de l'intérieur de la maison et d'une image du tunnel. Il est évident qu'il a fallu du temps et de l'argent pour réaliser tout cela. La police a examiné l'ensemble de la scène du crime, la maison, le sous-sol de la banque et tout le reste, afin de savoir comment les voleurs avaient procédé. La police a immédiatement remarqué qu'il y avait de nombreux points communs entre cette opération et un autre vol qui avait eu lieu un an auparavant, dans une ville appelée São Paulo, une ville connue pour ses vols dans laquelle il y avait de nombreux gangs. La police en est venue à l'idée qu'il y avait une corrélation entre les deux opérations, et que certains des exécutants de la première opération devaient être complices de la seconde. Les voleurs ont loué la maison, l'ont peinte en vert et l'ont officiellement enregistrée en tant qu'entreprise de gazon artificiel, ce qui constituait un bon camouflage pour le sable et la terre qu'ils ont récupérés dans la maison. En ce qui concerne le tunnel, ils ont découpé une partie du sol et l'ont recouverte. Ils l'ont fait ressembler à une moquette et, en cas d'urgence, par exemple si quelqu'un d'autre entrait brusquement, ils recouvraient immédiatement le trou. La longueur du tunnel était de près de 73 mètres. Ils l'ont creusé avec de simples outils manuels, une pelle et une pioche, afin de ne pas faire de bruit. Ils mettaient le sable et la terre dans des sacs qu'ils tiraient vers le haut. Pour soutenir le tunnel, ils ont utilisé des planches de bois et quelques planches d'acier. Ils ont utilisé près de 900 planches de bois le long du tunnel. Ils ont également utilisé des tubes de ventilation, des ventilateurs et des lampes. Tout cela est normalement utilisé dans tous les tunnels, mais la particularité du tunnel des voleurs est qu'ils ont installé un tuyau d'eau et une ligne téléphonique. L'eau était utilisée pour travailler, mais aussi pour boire, et la ligne téléphonique servait à maintenir la communication entre ceux qui étaient dans le tunnel et ceux qui étaient dans la maison. Ils coordonnaient le travail. Selon certains des voleurs qui ont été arrêtés plus tard, il a dit qu'ils travaillaient par équipe. Avec 7 personnes par équipe, c'était un travail ininterrompu. Ils travaillaient jour et nuit. Le plus gros problème qu'ils avaient, c'était la terre. Un camion venait tous les jours pour enlever les sacs de terre. Lorsqu'ils sortaient les sacs, les gens semblaient regarder la maison. C'était un petit quartier et un camion venait tous les jours et transportait un grand nombre de sacs de terre. Cela attirait l'attention des gens et éveillait les soupçons. Les voleurs ont pensé que cela leur causerait probablement des ennuis, et ils ont donc décidé de stocker les sacs de terre à l'intérieur de la maison. Ils les ont placés dans une pièce jusqu'à ce qu'elle soit pleine, l'ont fermée à clé et ont déménagé dans une autre pièce jusqu'à ce qu'ils aient rempli plusieurs pièces de la maison. Ils ont ensuite commencé à verser des sacs de terre dans l'arrière-cour de la maison et ils ont essayé de paver la terre de manière à ce que le sol reste au même niveau. Ils ont affirmé que le sol de l'arrière-cour s'était élevé d'1 mètre à cause de la terre versée. Le tunnel souterrain était presque droit, avec une petite courbe à un endroit précis pour éviter le tuyau d'égout. Le tunnel continuait ensuite jusqu'à ce qu'il atteigne le sous-sol de la banque. Le sous-sol de la banque centrale était spécial. Les banquiers y utilisaient beaucoup d'équipements spéciaux. L'un de ces équipements était une grande grue. C'est la machine orange, comme tu peux le voir sur cette image. Cette machine est utilisée pour soulever et déplacer les énormes caisses d'argent qui se trouvent dans le sous-sol. Ces colonnes grises sont des poutrelles de grue. Les banquiers travaillent généralement toute la journée pour soulever et déplacer les caisses d'un endroit à l'autre. Chaque boîte pèse plus d'une demi-tonne, c'est pourquoi ils ont besoin d'une grue. À la fin de la journée, les banquiers avaient l'habitude de laisser la grue sur place pendant qu'ils terminaient leur travail. En fait, ce qui s'est passé vendredi, c'est qu'avant que les banquiers ne ferment la banque et ne partent, la grue a été placée à côté de l'endroit où les voleurs creusaient la sortie de leur tunnel. La grue a bloqué la vue des caméras de surveillance et la police s'est méfiée de cette étrange coïncidence et a commencé à penser que certains des banquiers pouvaient être complices, c'est-à-dire qu'ils avaient l'intention de recruter l'un des banquiers
pour laisser la grue exactement à cet endroit afin de cacher la caméra. Les colonnes grises en acier ont également aidé les voleurs. Comme vous pouvez le voir, elles se trouvaient le long du mur, et les boîtes n'étaient pas directement accolées au mur, ce qui laissait un petit espace qui est devenu un passage pour les voleurs. Bien qu'il soit étroit, environ 6 cm, tous les voleurs étaient maigres. C'est pourquoi le trou était également étroit, ce qui leur a permis de passer par ce passage. De cette façon, ils n'ont pas été repérés par la caméra, et les gardes ne les ont pas vus. Les caméras de surveillance étaient petites. Il n'y en avait que 6 dans le sous-sol, et elles étaient censées couvrir tous les angles du sous-sol. Mais il y avait quelques angles morts, surtout entre le mur et les boîtes. C'était l'un des défauts de sécurité dont les voleurs savaient tirer parti. Outre la grue devant le trou, les voleurs ont placé un chariot dessus et y ont appuyé une planche de bois pour s'assurer de ne pas être vus par la caméra. Il y avait également un autre système de sécurité. Il y avait des capteurs thermoélectriques à l'intérieur du sous-sol, mais les voleurs n'ont pas été détectés par les capteurs en raison de leur emplacement. Les capteurs devraient être placés sur les murs, mais ils ont été placés au plafond, et le plafond était assez haut, de sorte qu'ils ne pouvaient pas couvrir la plupart des zones du sous-sol. Les voleurs connaissaient déjà cette information. Ils avaient des informations secrètes que personne n'était censé connaître avec les gardes et les banquiers. Sur la base de ces informations, la police a formulé une hypothèse sur ce qui s'est passé ce jour-là. Les voleurs auraient pénétré pour la première fois dans le sous-sol entre 18 et 19 heures le vendredi, dernière heure de travail à cette heure-là. Les banquiers ont fermé le sous-sol et se sont préparés à quitter la banque, c'est-à-dire que les heures de travail ne sont pas encore terminées et que les détecteurs sont programmés pour fonctionner après 19 heures. Les agents ont donc affirmé que les voleurs étaient entrés dans la cave entre 18 et 19 heures, c'est-à-dire pendant cette courte période où les banquiers fermaient la cave et s'apprêtaient à partir, et où les détecteurs n'étaient pas encore en fonction. Ils sont entrés dans le sous-sol et l'ont aménagé comme ils le souhaitaient. Ils ont d'abord bloqué la vue du trou, puis vérifié les passages et les zones non couvertes par les détecteurs. Les détails précis qu'ils avaient sur le sous-sol ont incité les officiers à s'assurer qu'un banquier ou un garde les aidait, mais ils n'ont pas pu trouver de suspect. Quant aux voleurs, la nuit du cambriolage, ils ont commencé à mettre l'argent dans des sacs immédiatement après être entrés dans la chambre forte. C'était vendredi soir. Ils avaient donc tout le week-end devant eux et pouvaient continuer à voler sans se faire remarquer. Les voleurs ont continué à faire passer les sacs dans le tunnel, en les plaçant dans des chariots en plastique et en les tirant à l'aide d'élingues. Chaque sac contenait 5000 réals. Comme ils ont volé 164 millions de réals, ils ont eu besoin de 330 sacs. C'est littéralement un montant énorme. La police a commencé son enquête immédiatement après avoir découvert le vol. La première chose qu'elle a faite a été d'enquêter sur la maison et la société que les voleurs avaient fondée. Et elle a découvert que le permis de travail qu'ils avaient obtenu était au nom d'un certain Paolo Sergio. Il était étrange que cet homme porte un bonnet sur la photo de sa carte d'identité, ce qui rendait son identification plus difficile pour la police. Les policiers ne comprenaient pas comment le ministre du Commerce pouvait accepter ce type de photo, et ils soupçonnaient même qu'il avait peut-être soudoyé quelqu'un. La police a interrogé les voisins sur Paolo, le propriétaire de l'entreprise, et tous ont affirmé qu'il était gentil, sociable et aimable avec tout le monde, et c'est l'une des choses qui a empêché les voleurs d'être soupçonnés. De plus, lorsque la police a commencé à enquêter sur les agences de vente de voitures et de camions, elle a su que la somme d'argent volée pesait 3,5 tonnes. Ils ont immédiatement compris que les voleurs avaient dû utiliser plusieurs voitures, voire plusieurs camions, pour transporter une telle somme d'argent. En cherchant des affaires à vendre, ils ont découvert qu'une agence automobile vendait un certain nombre de camions au comptant. Des camions d'une valeur d'1 million de réals, et l'acheteur était un certain José Charles. Cet homme possédait une société de transport maritime. Normalement,
Un propriétaire de compagnie maritime peut acheter des camions. Mais ce qui est étrange, c'est qu'il les a tous achetés et payés en liquide, alors que ce type de transaction se fait généralement par le biais de transactions bancaires. C'est ce qui a incité la police à mener une sous-enquête sur Charles et sa société. Lorsque la police a contacté l'entreprise, elle a eu la surprise d'apprendre par la secrétaire que Charles, le patron lui-même, avait voyagé avec le camionneur dimanche dernier. Elle leur a dit qu'ils avaient une mission urgente à accomplir, livrer une cargaison à São Paulo. Dès que les officiers ont entendu São Paulo, ils ont su que cette opération de transport était liée au vol de la Banque centrale, car ils doutaient que la plupart des voleurs soient originaires de São Paulo. Il ne faut pas oublier que la ville de São Paulo se trouve à 3000 km de la ville de Fortaleza, où se trouvait la Banque centrale. La question est de savoir pourquoi les officiers ont douté que les voleurs soient originaires de São Paulo. Comme nous l'avons déjà mentionné, un important braquage a eu lieu en 2004, un an avant celui de la Banque centrale. Ce vol a eu lieu à São Paulo et les voleurs ont utilisé la même méthode. Ils ont creusé un tunnel souterrain pour dévaliser la banque. Les policiers doutaient déjà que les voleurs qui avaient commis le braquage de la banque de São Paulo étaient ceux qui avaient commis le braquage de la Banque centrale, ou qu'ils avaient probablement des membres en commun. Lorsque la police a su que Charles, le propriétaire de l'entreprise, avait accompagné le camionneur à São Paulo, elle était presque sûre qu'il avait transporté l'argent volé, ou du moins une partie de celui-ci. En effet, cela semblait étrange aux policiers. Pourquoi le propriétaire d'une entreprise voyagerait-il avec un chauffeur de camion pour une simple expédition? Après enquête, la police a réussi à trouver le camion, et il s'agissait d'un camion de transport de voitures. La cargaison était constituée de voitures. Le camion se rendait à Fortaleza, où se trouvait la Banque centrale de São Paulo. La route est longue de plus de 3000 km, ce qui signifie que le voyage durera plusieurs jours. La police fédérale a été informée que le camion se trouvait dans la ville de Belo Horizonte, située entre Fortaleza et São Paulo. Un groupe d'officiers a pris l'hélicoptère et s'est dirigé vers la ville. Lors de l'atterrissage, le commandant a reçu un appel de la police locale, qui l'a informé que le camion s'était arrêté à l'un des postes de police sur l'autoroute. Le camion s'est arrêté au poste de police par ses propres moyens, avant que la police ne s'interpose, et la raison en est le chauffeur du camion. Le chauffeur n'avait aucune idée de ce qui se passait. Il n'était pas complice. En fait, il a reçu un appel de son patron, Charles, pendant son week-end de vacances, lui disant qu'il y avait une cargaison de voitures qui devait être livrée le plus rapidement possible. Le chauffeur a interrompu son week-end et est venu transporter la cargaison. Dès le début de la mission, le chauffeur s'est étonné que le transport de voitures soit considéré comme une tâche urgente. Et ce qui l'a encore plus surpris, c'est que Charles ait voulu l'accompagner. Et c'est la première fois que cela se produit. Pendant le trajet, des choses étranges se sont produites. Le conducteur a remarqué que Charles lui demandait toujours de s'arrêter à une station et d'utiliser les cabines téléphoniques. Et il s'est demandé pourquoi Charles n'utilisait pas son propre téléphone. Lorsqu'ils se sont arrêtés à une station, Charles est allé téléphoner et le chauffeur est sorti du camion pour jeter un coup d'œil aux voitures qu'ils étaient en train de charger. Les wagons étaient fermés à clé, mais par les fenêtres, il a vu des liasses de billets sur le plancher du wagon. Surpris, il s'est dit que ces wagons étaient certainement remplis d'argent. Et il a fait le lien avec le cambriolage de la Banque centrale, dont les médias avaient abondamment parlé. Le chauffeur a décidé d'arrêter le camion au premier poste de police situé en amont. La police avait déjà obtenu des informations sur le camion et l'a donc reçu avec ses armes. Puis, la police fédérale est arrivée. Le chauffeur et Charles ont été arrêtés et interrogés, et ils ont récupéré tout l'argent qui se trouvait dans les voitures, soit près de 6 millions de réals. Ce n'était pas une grosse somme d'argent. Ils avaient volé 164 millions de réals. Lorsqu'ils ont commencé à enquêter sur Charles, ils savaient qu'il était le frère de Marco Rogero, soupçonné d'être l'un des chefs de file du trafic de drogue à São Paulo.
Au cours de l'enquête, les enquêteurs ont découvert que Charles n'était pas directement impliqué dans le cambriolage. Il n'était qu'un assistant, mais considéré comme un complice. Il était chargé du transport, d'un camion, etc. Ce qui signifie qu'il ne faisait pas partie des personnes qui se trouvaient dans la maison. Il a creusé le tunnel et dévalisé la banque. Il a déclaré qu'il ne connaissait pas l'identité de la plupart des autres braqueurs et que chacun avait pris sa part et qu'il ne faisait que transporter sa part et celle de son frère, c'est-à-dire les 6 millions qui se trouvaient à l'intérieur des voitures. Charles a aidé la police et leur a dit tout ce qu'il savait. Il a dit que le nombre de voleurs était d'environ 34 et qu'il ne reconnaissait personne d'autre que son frère, qu'il avait l'habitude de les voir mais ne connaissait pas leur nom, et que son frère était le coordinateur entre lui et les autres membres de la bande. Les enquêteurs ont montré à Charles plusieurs photos des criminels suspectés afin d'identifier certains des amis de son frère. Charles a réussi à reconnaître certains des membres du gang et a déclaré les avoir déjà vus. Voici les photos et les noms de ceux qui ont été reconnus par Charles. Ils étaient 10, dont Charles et son frère Marco. Pablo était le type au bonnet qui était le propriétaire de l'entreprise. Et bien sûr, Pablo était un faux nom. Alimão, un criminel connu à Fortaleza, avait un casier judiciaire pour des vols de grande envergure et était un partenaire permanent de Marco, le frère de Charles, dans des opérations antérieures, et la police pensait qu'Alimão était l'un des cerveaux de l'opération. Moisés, l'un des principaux membres du gang, était incarcéré dans la prison de Carandiru, mais il s'est évadé en 2001 avec un groupe de prisonniers et ils ont mené une vaste opération d'évasion, au cours de laquelle 53 prisonniers se sont échappés par un tunnel souterrain. Cet homme était un expert en tunnels. 3 ans plus tard, en 2004, Moisés a participé à un braquage de banque à São Paulo, le braquage mentionné précédemment. Il a participé aux 2 opérations. En fait, c'est lui qui a rassemblé le nouveau gang pour braquer la banque centrale. Il a choisi la plupart des membres du gang, et c'est lui qui était chargé de la coordination. La police s'en apercevra plus tard. Moisés était l'un des principaux suspects depuis le début. La police disposait alors d'une liste de suspects et de nombreux éléments de preuve. La prochaine étape a été de les placer sous surveillance, car leur objectif était de récupérer l'argent volé. Au Brésil, le vol n'est pas puni sévèrement. Si les voleurs étaient arrêtés, ils passaient quelques années en prison, puis ils sortaient et profitèrent de leur vie avec l'argent qu'ils avaient volé. La police ne voulait pas seulement arrêter les voleurs, elle voulait aussi récupérer l'argent. L'une des pistes suivies par la police était un numéro de téléphone. Lorsque la police a fouillé la maison, et comme nous l'avons déjà mentionné, la maison était dans un état lamentable. Après de longues recherches, l'un des officiers a trouvé une carte SIM. Cette carte s'est avérée très utile, car ils ont retrouvé le numéro en contactant l'entreprise de télécommunications. Ils ont réussi à connaître le numéro de téléphone et ont commencé à écouter les appels. Voici l'un des enregistrements. João. Fala, João. E aí? Beleza? Tem jeito, hein, cara? Tô tentando me segurar, mas tá foda. Por quê? Eu vou explodir, cara. Por quê? Eu vou comprar, caralho. Vai o quê? Eu vou comprar, porra. E eu queria me segurar tanto que vem, mas tá foda. Não aguenta, Eu né? não tô aguentando, cara. Beleza, depois se fala. Falou, tchau. Tchau. Cet enregistrement montre que les voleurs avaient encore peur d'utiliser l'argent qu'ils avaient volé pour ne pas éveiller les soupçons. La police a réussi à reconnaître le propriétaire du numéro, Antonio Edemar. Cet homme avait également un casier judiciaire, et la police connaissait donc le quartier où il vivait. Il ne connaissait pas sa position exacte, mais il connaissait le quartier où il vivait, qui s'appelait Boa Viagem. Un groupe d'agents de la police fédérale a pris le dossier de cet homme et a commencé à essayer de le localiser exactement. Ce faisant, ils ont réussi à écouter un autre appel. Mais cette fois-ci, il s'agissait d'un appel important. Alô? Sim, olha, faz um favor pra mim. Isso tem que ser urgente, tá?
Era para você ir na papelaria comprar mais ou menos um kit de liga, um caderno e só o caderno que as canetas tem aqui e trazer só aqui na portaria, entregar para nós e ir embora. E nós não estamos podendo sair. E é responsa. Tá bom. Entendeu? Tá, tchau. Tchau. Dans cet appel, Antonio a demandé à une femme qui pourrait être son assistante de l'aider. Il lui a demandé d'acheter un certain nombre d'élastiques qu'ils ont utilisés pour faire des liasses d'argent. La police a supposé qu'ils comptaient l'argent qu'ils avaient volé, qu'ils le divisaient en paquets égaux et qu'ils les attachaient avec du caoutchouc. Dans le même temps, d'autres agents ont réussi à localiser Antonio et ont identifié qu'il se trouvait dans cette maison rouge située dans la zone que nous avons mentionnée précédemment. Les agents, déguisés en civils, se sont assis dans un café en face de la maison et ont commencé à la surveiller de loin. Au bout d'un moment, 2 hommes sont sortis de la maison. Les agents assis dans le café ont remarqué que l'un de ces 2 hommes les fixait, comme s'il les soupçonnait. Se sentant démasqués, ils ont décidé de se dévoiler. Ils ont sorti leurs armes et ont ordonné aux 2 hommes de se mettre à terre. Les renforts sont alors arrivés, ont encerclé la maison et ont arrêté tous ceux qui s'y trouvaient. Comme on pouvait s'y attendre, la police a trouvé une énorme quantité d'argent volé à l'intérieur de la maison. L'argent était partout, à côté des murs, dans des sacs à dos. Ils ont même trouvé un trou dans le sol rempli de sacs d'argent. Au total, ils ont trouvé plus de 12 millions de dollars réels dans la maison. Il semble qu'il s'agisse de la part de nombreuses personnes. La police a arrêté Antonio et toutes les personnes qui se trouvaient dans la maison. Ils ont également arrêté un homme nommé David le Vieux. En fait, cet homme était le patron d'Antonio, l'un des exécuteurs de l'opération, et celui qui était chargé de donner des parts aux membres. Et il avait l'habitude d'écrire les montants dans un carnet. Ce sont les 2 principales personnes que la police a arrêtées dans la maison, Antonio et David. Cependant, 3 autres personnes ont également été arrêtées. Bien qu'elles n'aient pas été directement impliquées dans le vol de la Banque centrale, il s'agissait des hommes de David. Au cours de l'enquête menée avec eux, la police a réussi à trouver de nouvelles pistes pour identifier de nouveaux suspects. Chaque groupe d'officiers travaillait sur une piste, si bien que l'affaire est devenue un peu plus compliquée. L'un des membres du gang arrêté, Desmar, a avoué qu'il avait soudoyé l'un des gardes de la banque, qui était son ami, et qui s'appelait Edilson. Le gardien les a aidés à tout savoir sur le système de sécurité du sous-sol de la banque. Ils ont ainsi réussi à éviter toutes les caméras et tous les détecteurs de mouvement. Ils connaissaient également l'existence de la grue et du passage étroit entre le mur et les caisses. Ils disposaient de tous les détails que nous avons mentionnés précédemment, grâce à ce gardien. Cela signifie que les soupçons de la police étaient fondés. Les voleurs disposaient d'un assistant à l'intérieur de la banque. Passons au 2e suspect. Alors que la police travaillait sur une piste, elle connaissait l'existence d'un homme nommé Raimondo Lorendo. La police suivait ses appels avec son téléphone portable, malgré le fait qu'il était prudent et utilisait des cabines téléphoniques plutôt que son téléphone personnel. Grâce à ce suivi, la police a réussi à identifier sa position. Ils étaient sûrs qu'il s'agissait d'un des membres du gang et ont donc continué à le suivre pendant un certain temps. C'était 10 mois après le braquage de la Banque centrale. Un jour, Raimondo s'est rendu dans une autre ville, Porto Alegre. La police l'a suivi dès son arrivée à l'aéroport. Il rencontre alors un homme nommé Alessandro, surnommé Le Gros. Raimondo et son ami Alessandro sont montés dans une voiture et se sont dirigés vers cette maison. Et bien sûr, ils ont été suivis par la police. La police a continué à surveiller la maison et, au bout d'un moment, 3 autres hommes sont entrés dans la maison. D'autres personnes sont arrivées à chaque fois. Les officiers ont affirmé qu'il y avait 11 personnes au total à l'intérieur de la maison et que tout le monde était entré à des moments différents, de sorte que la police a immédiatement compris que ces personnes étaient en train de préparer quelque chose. La police a suivi Alessandro lorsqu'il est sorti de la maison et s'est rendu à une gare routière, où un groupe de personnes l'attendait.
et ils sont montés avec lui dans la camionnette que vous voyez sur l'image. Il chargeait beaucoup de choses, comme vous pouvez le voir. Alessandro a emmené ce groupe dans un quartier au milieu de la ville et les a déposés dans ce bâtiment, où ils ont déchargé toutes les choses qui se trouvaient dans la camionnette. La police a ensuite découvert que ces personnes avaient acheté cet immeuble au nom d'un certain Fabresso. Ils l'avaient acheté pour 1,5 million de réals. La question qui se pose est la suivante. Pourquoi un groupe de voleurs achèterait-il un immeuble? Et pourquoi mettaient-ils leur personnel et leurs affaires à l'intérieur? La police a découvert qu'ils étaient en train de creuser le nouveau tunnel. Et lorsqu'ils ont exploré la zone, ils ont découvert qu'il y avait une grande banque nommée Bandricel, qui était très proche de l'immeuble. La banque possédait de nombreuses chambres fortes souterraines. Et c'était la nouvelle cible des voleurs. Cette image montre clairement la proximité de la banque avec le bâtiment. Le gang qui était prêt à commettre le braquage de la banque de Bandricel n'était pas le même que celui qui avait commis le braquage de la banque centrale, mais il avait des membres en commun, ce qui a conduit la police à trouver le nouveau gang. La police ne disposait d'aucune preuve de ce que le gang faisait à l'intérieur du bâtiment, et il lui fallait donc un moyen de le surveiller secrètement. La police loue un immeuble en face de l'immeuble des voleurs. Comme le montre cette image, il s'agit du bâtiment de la police, de celui des voleurs et de celui de la banque. La police a installé ses caméras et appareils de surveillance, ce qui lui a permis de voir clairement le bâtiment des voleurs sous différents angles. Les voleurs se faisaient passer pour des ouvriers et restauraient le bâtiment. Ils portaient même des vêtements d'ouvriers et un casque de sécurité pour ne pas éveiller les soupçons. La police a remarqué qu'ils extrayaient une grande quantité de déchets et a donc compris que c'était du sable et de la terre qu'ils creusaient. Le commandant de l'unité de police qui surveillait les voleurs a demandé à son équipe de vérifier ces déchets. S'il s'agissait de débris de terre, cela signifiait qu'ils étaient encore en train de casser le sol. S'il s'agissait de terre et de sable, cela signifiait qu'ils avaient déjà commencé à creuser le tunnel souterrain. Et s'il s'agissait de béton et de fer, cela signifiait qu'ils avaient atteint le sous-sol de la banque. Le plan consistait à continuer à les surveiller. Et lorsque les voleurs s'approcheraient du sous-sol de la banque, la police interviendrait immédiatement et les prendrait en flagrant délit. Mais un événement inattendu s'est produit. Alors que la police écoutait les appels des voleurs, elle a découvert que ces derniers étaient soumis au chantage d'une tierce personne. Ce dernier semblait savoir ce qu'ils faisaient à l'intérieur du bâtiment et leur faisait du chantage afin de prendre une part du butin en échange de ne pas les dénoncer. La police craignait que cette tierce personne ne complique les choses. Même la police ne pouvait pas deviner l'identité de cette personne. En fait, la tierce partie était composée de 2 personnes qui sont venues dans le bâtiment. Pendant que la police surveillait le bâtiment, elle l'a vu entrer dans le bâtiment et parler aux voleurs. Imaginez ce qu'ils ont découvert. La police a découvert que le tiers était également un policier. Il s'agissait d'officiers corrompus qui faisaient chanter les voleurs pour obtenir de l'argent et se tenir à l'écart. La police fédérale a donc décidé d'effectuer un raid le plus rapidement possible et d'arrêter le gang. Ils ont placé 2 tireurs d'élite sur le toit du bâtiment principal en guise de renfort en cas d'urgence. Quant à l'équipe des forces d'assaut, elle a encerclé le bâtiment et est entrée par la porte principale. À l'intérieur du bâtiment, les voleurs n'ont opposé aucune résistance, car ils n'étaient pas armés, et ils se sont immédiatement rendus. Les forces spéciales ont facilement pris le contrôle du bâtiment. La police a arrêté 26 membres de gang au total et a découvert le trou et le tunnel, qui étaient recouverts d'une planche de bois. Le tunnel était soutenu par des planches de bois et d'acier. Les experts qui ont examiné le tunnel m'ont assuré que le creusement avait été effectué de la même manière que celui du tunnel de la Banque centrale. Lorsque la police a pris d'assaut le tunnel, les voleurs avaient déjà creusé près de 78 mètres et il ne leur restait que 12 mètres pour atteindre la chambre forte de la banque. Parmi le gang arrêté, seules 2 personnes ont été confirmées
comme faisant partie du gang qui a cambriolé la Banque centrale. Raimondo et son ami Alessandro Legros. En 2007, 2 ans après le braquage de la Banque centrale, certains suspects n'avaient pas encore été retrouvés. Mais l'enquête se poursuivait. La police enquêtait de la même manière, soit en surveillant les criminels et leurs familles, soit en écoutant leurs appels, ou d'autres choses de ce genre. Certains moments de l'arrestation de ces suspects étaient très intéressants. Par exemple, ce suspect, qui s'appelait José Marliotto, a été trouvé avec une grande barbe. Au début, ils ne l'ont pas reconnu, mais ils l'ont fait après avoir vu sa femme. L'un des policiers s'est approché de lui et a chuchoté « Nous sommes la police fédérale. Le jeu est terminé. » Imaginez qu'il se soit évanoui dès qu'il a entendu le mot « police fédérale ». Lorsqu'il s'est réveillé, il s'est retrouvé ligoté et la police le filmait. Et c'est ce qu'il a dit. 1 ano e 2 meses no mato. Eu quase virei bicho, cara. Eu passei uma situação tão feia de jeito. Eu comia milho verde, carrapato, e purga no meu corpo, eu passava a mão de cera assim o jeito. Il est assez étrange qu'il ait dit que les 2 dernières années avaient été les pires de sa vie. Bien que millionnaire, il vivait dans le stress. Il demandait à la police de le mettre en prison. Ce serait mieux pour lui. Il était prêt à laisser son passé derrière lui et à entamer une nouvelle phase de sa vie. Les policiers lui ont demandé de les guider vers l'argent qu'il possédait. Et effectivement, il a sorti de terre 2 sacs contenant 2 glacières. Le premier contenait de l'argent et le second des documents de propriété pour tous les biens immobiliers qu'il avait achetés. La police a tout confisqué, l'argent, les biens immobiliers et les propriétés. Le commandant de la police a même affirmé qu'ils étaient sûrs que cet homme était devenu aussi pauvre qu'il l'était avant le vol. Un autre suspect a été arrêté la même année, en 2007. Il s'agit d'un limo, que la police considère comme l'un des cerveaux de l'opération. La police l'a trouvé avec des cheveux longs et une grande barbe, et il a essayé de changer d'apparence. Mais il n'y est pas parvenu. Il avait même plusieurs fausses identités. Lorsque la police le surveillait, elle n'était pas vraiment sûre qu'il s'agissait bien de lui en raison de son changement d'apparence. Mais finalement, ils ont réussi à le reconnaître grâce à un tatouage sur son bras droit. Finalement, ils l'ont arrêté, ont confirmé les charges retenues contre lui et ont confisqué tout l'argent, les propriétés et les biens immobiliers qu'il possédait. Passons au suspect suivant. Début 2008, l'homme au bonnet et la maison étaient enregistrés à son nom, Paolo Sergio. C'était le nom enregistré dans les documents du ministère des Marchands, bien sûr. C'était un faux nom. Puis la police a découvert que son vrai nom était Bello Horizonte. La police a réussi à le localiser et à l'arrêter à la société de location de voitures. Il sortait du bâtiment de l'entreprise lorsqu'ils sont venus le voir et lui ont dit « Nous sommes de la police et vous êtes en état d'arrestation ». Sa réaction a été étrange. Il ne les a pas crus parce qu'ils étaient habillés en civil. Ils lui ont même montré leur badge, mais il ne les a pas crus. Il a continué à crier et à dire qu'il l'enlevait, et les policiers ont répondu qu'ils l'arrêtaient. Il a continué à résister, mais ils ont fini par l'arrêter, l'ont emmené au poste de police, ont commencé l'enquête et ont alors compris la raison de sa réaction. Mais d'abord, ils lui ont demandé comment il avait pu obtenir une carte d'identité. Et comme il portait un bonnet sur la photo, il a répondu qu'il l'avait falsifié. Ensuite, il leur a expliqué la raison de sa réaction lors de son arrestation. Il a dit qu'il avait déjà été kidnappé 2 fois à cause du vol de la Banque centrale et que les kidnappeurs se faisaient passer pour des policiers, de sorte qu'il avait l'habitude de les payer pour être libéré. Il a même dit qu'au cours de l'une de ces 2 opérations, il s'était fait tirer dessus. Les voleurs de la Banque centrale étaient tous poursuivis par d'autres gangs. Tout le monde voulait leur argent. Cela se répétera avec le reste du gang. Et le bon exemple est Marli Odo, qui s'est caché dans les bois pendant 2 ans juste pour fuir les autres gangs. L'autre suspect est un homme que nous avons déjà mentionné, Moazé, l'homme qui s'est évadé de prison avec 53 prisonniers. Il était expert en creusement de tunnels
et avait participé au braquage de la banque de Sao Paulo avant celui de la Banque centrale. La plupart des criminels arrêtés ont déclaré que Moisés était celui qui les avait recrutés, ce qui signifie qu'il était celui qui rassemblait la plupart des membres du gang, et qu'il était donc l'un des commandants de l'opération. La police se concentrait sur lui en particulier, mais Moisés était un homme intelligent. Il savait comment rester fugitif pendant longtemps. Il n'a pu être arrêté qu'en 2009, 4 ans après le braquage de la Banque centrale. La police a finalement réussi à le retrouver grâce à sa femme. Elle écoutait ses appels et savait que certains week-ends, elle emmenait son fils chez son père, Moïse, pour qu'il puisse le voir. La police a suivi sa localisation et a découvert qu'il se trouvait dans un immeuble de Sao Paulo, comme vous pouvez le voir sur cette image. La police a reconnu sa voiture et, avant de l'arrêter, elle s'est d'abord assurée qu'elle était garée dans le parking souterrain. Afin d'éviter que Moisés ne fasse des histoires ou n'essaie de s'échapper, la police a décidé de créer un incident. Ils ont demandé au gardien de l'immeuble d'appeler Moisés et de lui dire qu'un des résidents de l'immeuble, en sortant du parking, avait heurté sa voiture par accident et lui avait demandé de venir. Et effectivement, Moisés est descendu et la police le surveillait grâce aux caméras de surveillance. Comme vous pouvez le voir, il est sorti de son appartement, a pris l'ascenseur et est descendu, sans se douter de ce qui l'attendait. Dès que la porte de l'ascenseur s'est ouverte, il a été surpris par le grand nombre de policiers fédéraux qui se trouvaient devant lui. Il les regarde, choqué. Les policiers lui ont immédiatement annoncé qu'il était en état d'arrestation. C'est ainsi que l'un des cerveaux du braquage de la Banque centrale est tombé. Moisés a dit aux policiers qu'il pensait qu'ils l'avaient oublié. Cela faisait 4 ans qu'ils avaient cambriolé la banque, mais le policier lui a répondu que ce n'était pas le cas. La police savait que Moisés était l'un des 3 principaux cerveaux de l'opération. L'autre était Alamao, que nous avons déjà mentionné, et celui dont la police a découvert qu'il avait changé d'apparence. La 3e personne restante a été surnommée Fernandinho. Cet homme était un criminel connu à São Paulo. La police savait déjà qu'il était l'un des plus gros trafiquants de drogue de la ville. En fait, il était le financier de l'opération. Une telle opération nécessite des investissements. Elle nécessitait la location d'une maison, l'enregistrement d'une société, des outils de creusement, de la nourriture pour les membres du gang, des voitures, des camions et de l'essence. Toutes ces choses nécessitaient de l'argent. Fernandinho a versé 3 millions de réals pour financer l'opération et, selon les informations de la police, sa part de l'argent volé était la plus importante. Il a pris 15%, et comme ils ont volé 146 millions de réals, cela signifie que sa part était d'environ 25 millions de réals. Dans le monde des gangs, dès que quelqu'un reçoit soudainement une grosse somme d'argent, il devient une cible. Imaginez que Fernandinho ait été kidnappé 2 fois et que ceux qui l'ont kidnappé portaient des uniformes de police. On ne sait pas s'il s'agit de policiers déguisés ou corrompus. Mais après l'enlèvement, ils ont demandé une rançon d'1 million de dollars. La famille a payé la rançon, mais les ravisseurs n'ont libéré Fernandinho que lorsque la police l'a trouvé mort. Il a été tué. Plus tard, la police a réussi à obtenir l'identité des ravisseurs, et il s'est avéré qu'il s'agissait de policiers corrompus. Selon les enquêtes, les policiers corrompus et Fernandinho se connaissaient auparavant, et lorsqu'ils l'ont kidnappé et pris la rançon, ils ont décidé de le tuer, parce qu'ils étaient presque sûrs que s'ils le libéraient, il se vengerait certainement. Les ravisseurs l'ont tué en même temps que de nombreuses autres personnes susceptibles de le reconnaître. Ils voulaient se débarrasser de toutes les traces qui pourraient mener la police jusqu'à eux. Fernandinho n'est pas le seul membre de gang à avoir été enlevé pour obtenir une rançon. La plupart des criminels impliqués dans le braquage de la Banque centrale ont été poursuivis par la police, les criminels et la police corrompue. Ils auraient souhaité être arrêtés au lieu d'être poursuivis par tous ces gens. Par exemple, l'un des membres du gang, Pedro, était chez lui lorsqu'il a soudain trouvé un groupe de personnes à sa porte, se faisant passer pour des officiers de police.
Ils lui ont demandé de leur remettre l'argent qu'il avait volé, et pendant qu'il essayait de comprendre ce qui se passait, ils ont pris d'assaut sa maison, l'ont caché, lui et sa famille, et ont volé tout l'argent qui s'y trouvait. Plus d'1 million de réals. Pedro a fini par se rendre. Le braquage de la Banque centrale du Brésil est l'une des affaires les plus folles que le pays ait jamais connues. Son impact ne s'est pas limité au vol d'une somme importante, mais s'est étendu à un grand nombre d'affaires et de crimes, y compris l'enlèvement, l'extorsion, etc. En outre, il a incité de nombreux gangs à s'orienter vers ce type d'opération. Les braquages de banques par des tunnels souterrains sont devenus une tendance, et la police a découvert des dizaines de tunnels chaque année. Certaines opérations ont été déjouées avant d'avoir lieu, d'autres ont été menées à bien. En conclusion, l'affaire a été entièrement résolue. Ils ont découvert le réseau criminel et arrêté la plupart d'entre eux, et bien sûr, certains d'entre eux sont morts. Cependant, il ne restait qu'une personne, et la police n'a pas réussi à l'arrêter jusqu'à ce jour. Il s'appelle Juvenal, et il est le seul à avoir réussi à s'échapper. Quant aux autres, ils ont tous été arrêtés. La police a pu récupérer près de 34 millions de réals de l'argent volé. C'est une petite partie, mais ils n'ont pas pu récupérer plus. Les voleurs ont blanchi beaucoup d'argent et acheté des biens immobiliers et des propriétés à bas prix uniquement pour blanchir l'argent, sans parler de l'argent versé en guise de rançon. La plupart des accusés, s'ils avaient été condamnés pour vol uniquement, auraient passé une courte période en prison, car la peine pour vol au Brésil n'est pas sévère. Mais ils ont été condamnés pour blanchiment d'argent, ce qui est beaucoup plus grave que le vol, car la plupart d'entre eux ont été condamnés à de lourdes peines, parce que chaque bien qu'ils ont acheté, chaque voiture et chaque appareil est un chef d'accusation distinct, de sorte que de nombreuses peines ont été prononcées à leur encontre. Certains d'entre eux ont été condamnés à plus de 100 ans de prison, c'est-à-dire à la perpétuité. Nous sommes arrivés à la fin de notre histoire aujourd'hui. J'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour recevoir d'autres histoires intéressantes.